Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parole de druide et je suis toujours avec ma druidesse préférée, Joël. Bonjour Joël. Salut Christophe, cher Padawan. Toujours très heureux d'être avec toi et d'autant plus qu'aujourd'hui on va continuer dans notre découverte du druidisme et on voulait parler, on voulait présenter ce que sont les arts druidiques. Et pourquoi on dit les arts d'ailleurs et ce que ça représente finalement, ça permet peut-être de comprendre un peu plus ce que ça représente le mode de vie d'un druide en fait, ou d'une druidesse. Bienvenue à Parole de druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joël Chotan, également connue sous le nom de druidesse Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Alors, est-ce que tu pourrais déjà commencer par nous présenter ça globalement? Qu'est-ce que c'est? Ça représente quoi les arts druidiques pour toi? Alors les arts druidiques, très précisément, c'est les différentes façons dont le druidisme peut s'inscrire dans la vie de tous les jours et dans les métiers que pourraient pratiquer les druides. Donc les arts druidiques, c'est par exemple l'herboristerie, la sylvothérapie, les thérapies énergétiques, donc thérapie à l'être humain, les médecines un peu au sens large, l'astronomie, la philosophie, je crois qu'on a un petit peu fait la poésie et la musique, le chant, enfin les différents types musicaux que pouvaient jouer potentiellement les druides. Entre autres, ils jouaient surtout de la harpe et ils chantaient. Donc voilà, ça peut aussi la forge. La forge est un art druidique. Ah oui. C'est considéré comme un art druidique. Oui. Et finalement, pourquoi on parle d'art? C'est vrai qu'on voit souvent ce terme d'art druidique, puis il est généralement pas très bien compris. Puis je crois qu'on ne le comprend pas parce qu'en fait, on s'est éloigné de la vraie fonction d'un métier. Tu penses pas? Ouais, Finalement, ouais. tu sais, on fait un peu un métier parce qu'on doit bien faire un métier. Et ce que j'aime dans le druidisme, c'est que le message, c'est pas tant que on fait un métier parce qu'on doit faire un métier, mais on fait un métier parce qu'on a on a des skills, des outils, des facilités, comme on dit, des capacités, Des compétences. Des talents. Ouais, voilà. Des talents. Ouais. Des compétences dans un certain Ouais. secteur ou dans un certain milieu qui font qu'en fait on va pratiquer ça pour le service du clan. On va pas faire de la médecine à quelqu'un qui ne sait pas différencier les champignons ou les plantes à l'époque. On allait faire la médecine à quelqu'un qui, depuis tout petit, montrait un intérêt et des compétences dans la reconnaissance des plantes, par exemple, ou entre autres de l'intérêt. Et en fait, ce que j'aime bien dans le druidisme, c'est que ça nous rappelle l'importance du métier comme un art. Et du coup, on arrive sur, tu vois, la notion de l'art de vivre. Parce que l'art druidique, finalement, ça nous dit qu'on va pratiquer le druidisme dans quelque chose de concret sous forme d'un art qu'on met au service du clan, parce qu'on a les compétences de le faire. Et je trouve ça intéressant parce que c'est pas juste une technique qu'on apprend. C'est quelque chose qu'on développe jusqu'à en faire une forme de perfection. Ouais.
Ça, j'aime bien cette idée. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent leur métier comme un art dans les personnes qui, là, maintenant, partagent ce podcast avec nous. Et peut-être, je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que le métier que vous pratiquez, est-ce que vous le sublimez pour en faire un art ? Et si vous le faisiez, si admettons que vous ne le faites pas, et si vous le faisiez, finalement, qu'est-ce que ça changerait ? Tu vois, si j'imagine que je suis maçon, et puis ou peintre en bâtiment, et puis que en fait je sublime ça pour en faire un art, qu'est-ce que ça changerait avec le fait d'être maçon ou le fait d'en faire un art de la maçonnerie? Qu'est-ce que ça changerait aussi pour moi et dans ma pratique au quotidien? Et toi aussi, dans ton métier, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Ouais. Tu dirais quoi, Christophe? Ben moi en fait, c'est marrant parce que c'est vrai, enfin c'est marrant. Comment dire, on est d'accord que les rencontres ou les révélations sont pas des hasards, parce que je crois beaucoup à ces phénomènes de synchronicité. Moi, j'ai découvert l'art de l'ikigai qui nous vient du Japon, d'Okinawa, qui est, en gros, c'est quoi ta raison d'être? Pourquoi tu es là sur cette terre, dans cette incarnation? Et c'est très proche de ce que tu décris là, puisque l'ikigai, c'est ce que tu aimes faire d'abord. En premier, c'est ta passion, qu'est-ce qui t'anime. Et je pense que si ça t'anime pas, t'as pas envie de le perfectionner et d'en faire un art. Ce pourquoi tu es compétent, tes talents. Ce qui peut apporter au monde ou à ta communauté. Donc là, on a vraiment la notion de clan. Et le quatrième pilier de l'ikigai, c'est ce qui peut te faire vivre. Alors, dans notre monde moderne, parce qu'on l'a occidentalisé, on a ramené ça aussi à une notion d'argent, de valeur, parce que on a bien besoin de payer les factures. Alors, je pense qu'à l'époque des druidistes, c'était un peu différent. Mais on a quand même cette idée de raison d'être et d'améliorer, d'arriver à un art, dans sa vie, de pas juste faire un métier parce qu'on est obligé de travailler pour payer ses factures, et qu'on finit par faire tous des burn-out et tout le monde... Enfin voilà, notre société, elle est quand même pas... C'est pas toujours très, très, très... comment dire... très ressourçant, enrichissant, la façon dont on voit le travail à notre époque. Travail qui veut quand même dire en latin torture, juste entre guillemets. Donc là, j'aime bien cette idée de l'art, de son activité, déjà parce qu'elle part du fait que on est né pour faire quelque chose, on a des talents particuliers dès la naissance. On est druide, par exemple, ou on est probablement forgeron, ou homme ou femme médecin, etc. Et puis ça, dans la recherche de l'ikigai, je fais toujours ce parallèle avec le Japon, parce que je trouve alors qu'on a vraiment deux cultures très différentes, ils ont quand même finalement un espèce de terreau fertile commun. Donc je fais le parallèle, et puis l'idée de l'art, on peut en parler aussi, de l'art druidique ou des arts druidiques, c'est l'idée de, comme tu dis, élever ça au rang d'art, c'est-à-dire de faire toujours mieux, de s'améliorer. Puis ça, on est dans le kaizen côté japonais, et moi j'enseigne l'ikigai et le kaizen, et je trouve que c'est vraiment ça résume bien les arts druidiques, c'est-à-dire je me perfectionne tous les jours, j'apprends, ça me passionne, j'ai envie de faire ça du mieux que je peux, en fait. Oui, puis ça reste pas que dans l'esprit, tu vois, ça symbolise aussi quelque chose que j'apprends et que j'intègre dans ma vie. Si par exemple j'aimerais développer l'art de l'herboristerie, si on y revient, eh bien finalement ça va pas me suffire de juste lire des livres et de développer mon intellect en fait et mes connaissances mentales sur le sujet. Ça va demander à un moment ou à un autre que j'aille dans la nature pour me mettre en lien avec ces plantes. Et donc du coup il y a vraiment une application concrète dans cet art-là. Quand tu parlais de pouvoir en vivre, moi, ça m'a fait penser à, tu vois, dans les clans autrefois, chacun avait sa place. Et finalement, pouvoir en vivre, c'est avoir une place dans le clan. Parce que si on n'a pas de place dans le clan, en fait, on n'a pas vraiment de fonction. Donc, on disait que la pire, en fait, des punitions, c'était d'être banni d'un clan. Parce qu'on était condamné à mort, en fait.
Et là, finalement, avoir une place dans le clan parce qu'on a développé un art qui est utile au clan, c'est peut-être ça l'aspect monétaire d'autrefois, tu vois, Ouais. la valeur d'avoir une place. La valeur d'avoir une place, ouais, Ouais. ça c'est joli. Tandis que maintenant, en fait, la valeur d'avoir une place a été transformée par la valeur d'avoir finalement un salaire, qui est une forme de place, finalement. Mm. Tu sais, il y a vraiment dans le druidisme cette sensation de, enfin, cette notion de transmettre oralement l'enseignement druidique. On retrouve ça énormément, hein. La transmission, elle est orale et on doit transmettre fidèlement. Ça veut dire que quand on, quand on reçoit un enseignement, on doit pouvoir ensuite le retransmettre fidèlement, mais s'ils avaient voulu le retransmettre complètement fidèlement, ils l'auraient écrit. Chose qu'ils n'ont pas fait. Donc c'est un peu tout ça le paradoxe dans le druidisme, c'est qu'il y a la volonté de transmettre fidèlement, ce qui implique que la personne se donne de la peine d'intégrer une pratique. Donc ça veut dire que si j'apprends la poterie et qu'ensuite je dois la transmettre fidèlement, ça implique que je sache faire de la poterie. Mais ensuite, je ne vais pas la transmettre pareil qu'un autre potier, parce que la terre entre mes mains, elle va agir différemment et j'aurai peut-être d'autres envies, voilà, j'aurai peut-être envie de faire des pots à la place des vases ou que sais-je. Et je vais peut-être développer mieux cette compétence et donc du coup, mieux pouvoir transmettre ça. Mais ça veut dire transmettre fidèlement, mais l'avoir quand même incorporé. Et dans l'art druidique, il y a ça, c'est j'apprends une technique et je le sublime pour en faire un art et pour ça, ça passe à travers moi. Ça me transforme, ça agit sur moi et ça devient un art de vivre. Tu vois, si par exemple, je prends l'art druidique de la sylvothérapie, eh ben, je me promènerai plus jamais dans la forêt de la même façon. Tu l'as vécu. Ouais. Tu as fait la formation de Sylvo chez nous, tu as bien vu que en fait, la relation avec les arbres, elle change complètement. Si on avait été uniquement en transmission purement théorique, ben on serait resté en salle, on aurait nourri ton mental et ton intellect, mais du coup, il n'y aurait pas eu cette relation de cœur à cœur, comme une sorte de mise à terre d'une information et d'une connaissance à qui on donne ce fameux terreau fertile que tu disais tout à l'heure. Pour que la connaissance puisse trouver son chemin jusqu'à la terre. Et finalement, c'est ça un art, c'est faire le lien entre le ciel et la terre, qui est le rôle du druide. C'est d'aller chercher cette connaissance tout en haut et de la faire descendre jusqu'à sublimer la matière. Oui, c'est juste, c'est important le passage à la matière. Je pense que ça, il faut vraiment comment dire, mettre l'emphase là-dessus parce que le druidisme, ok, alors c'est quelque chose qui s'est transmis par oral, mais pas que, du coup, ça s'est transmis aussi par la pratique. Oui. C'est pas juste se raconter des histoires, c'est des pratiques qui se sont transmises. Alors, pas par écrit, hélas, entre guillemets. Alors, je ne sais pas si c'est hélas ou pas hélas, mais c'est comme ça. Ça avait la volonté de pas être figé, tu vois. C'est comme les saisons, oui. tu n'as jamais le même hiver. Oui, c'est juste. Alors, moi, je dis hélas, c'est mon code, c'est ma moitié d'ingénieur qui décrit tous les processus sur le papier. Donc, évidemment que là, la moitié druide et la moitié ingénieur, il y a un petit fight à l'intérieur, tout ça, mais c'est intéressant. On se fait des bons discours comme ça de temps en temps. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, le côté transmettre par la pratique et pratiquer, et comme tu l'as si bien dit, à partir du moment où tu pratiques, tu ne fais plus les mêmes activités dans les mêmes conditions. Je ne veux pas tout raconter toutes mes histoires, mais moi, depuis l'enfance, je vais en vacances en Bretagne, par exemple. Cette année, j'y suis retourné. C'est la première fois que je suis retourné. Je suis retourné à Carnac, je suis retourné à plein d'endroits où j'ai été visiter les sites mégalithiques avec un regard très différent. Parce que je les voyais plus comme avant. Et c'est la même chose pour les forêts, bien évidemment. Maintenant, quand je vais en forêt, je les vois. Avant, j'allais en forêt pour ramasser des champignons, voilà, parce que c'est quelque chose que j'adore. Maintenant, je ramasse pas que des champignons. Et je ne fais pas qu'embrasser les arbres non plus. Mais ça, on racontera dans un autre épisode, parce que la sylvothérapie, c'est pas que embrasser les arbres. Mais c'est vrai que la connaissance plus la pratique fait que ça change
ta façon de faire les choses, et donc ta façon de vivre. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Ça amène une recherche de beauté finalement dans la vie, je trouve. Et cette volonté de sublimer une pratique, en fait, c'est finalement une volonté d'aller vers le beau. Et une forme d'alignement parfait entre le ciel et la terre, tu vois. Quand tu as l'intuition que c'est cette plante pour tel symptôme, et qu'en fait, dans la forêt, pim, tu la trouves, et que tu as la plante entre tes mains, et en fait, il y a quelque chose où la corde entre le ciel et la terre, elle est tellement parfaite, tu vois, c'est comme le son d'un violon ou d'une harpe, tu sens vraiment qu'en fait, c'est relié et que ça sonne parfaitement. Et ouais, dans ce sens-là, on les qualifie d'art. Et tu sais aussi, dans la notion d'art, justement, cette notion de beauté, finalement, tout ce qui nous entoure est beau, quoi qu'il en soit. Mais en fait, souvent, on ne voit pas cette beauté. Et quand on cherche à en faire un art, on cherche à voir cette beauté. Et le fait de voir la beauté dans toute chose, c'est vraiment un cadeau. Moi, j'ai toujours cette image que quand je vois la beauté dans un instant, par exemple, si je vois la beauté au moment où je cueille cette plante en sachant que ça va être parfait pour tel symptôme, parce que je sens la connexion et ça a quelque chose de beau, et ben à ce moment-là, c'est comme jeter un caillou dans un lac tout calme, et puis en fait, ça fait les petits cercles. Et c'est comme si cette notion de voir le beau et le constater, ça a un effet sur plein de choses autour. C'est comme si ça fait vibrer toute la trame autour de nous. Et donc, j'ai vraiment la sensation que les druides, autrefois, en sublimant leur art, et ben du coup, ils arrivaient à un état de beauté perpétuelle. Une vision du beau dans toute chose. Et donc, du coup, ils avaient un effet sur la trame qui amenait la paix et une forme de vie qui est très, très nourrissante pour tout ce qui les entourait. Je pense qu'en fait, ils avaient une lumière qui devait nourrir beaucoup de choses autour d'eux autrefois. Ils devaient avoir aussi un sacré développement personnel. Parce que c'était long, hein, les études de druidisme. C'était 18 ans à peu près à l'époque. Et ça demandait de maîtriser beaucoup d'art. Même s'ils en choisissaient un, finalement, ils avaient quand même l'enseignement pour beaucoup, beaucoup d'art. Et donc, du coup, ça demandait un réel travail sur soi. C'est ça qui est fou, qu'on se dise qu'à cette époque, on pouvait étudier pendant 18 ans plusieurs arts qui sont des arts de vivre, en fait, utiles à la société, donc vraiment dans cette idée de faire partie du clan, d'être utile, mais en lien avec sa raison d'être profonde. Et je trouve ça fou qu'il y a 2000 ans ou 2500 ans, on ait pu imaginer, on ait pu développer ce type de philosophie de vie, et qu'on l'ait tant perdu entre-temps, finalement. Alors, je pense que maintenant, on se rend compte qu'en effet, quand on se lève le matin, si on n'est pas un peu animé par toutes ces belles choses, la vie n'est pas très joyeuse. Non. Donc, voir des choses belles, un lever de soleil, la forêt, je sais pas, les animaux qu'on a autour de soi, les gens aussi, quand même, il y en a qui... Enfin, je pense qu'on peut les voir aussi, on peut voir la beauté intérieure des gens, pas que la beauté extérieure. Ça fait quand même du bien. Et comme tu dis, c'est un vrai travail de développement personnel, parce que on n'a pas des vies, on n'a pas une société qui encourage facilement de voir le beau et de le vivre et de le développer et de le cultiver. Je rappelle quand même que être artiste dans notre société, c'est vraiment, faut vraiment être motivé, quoi. Être artiste, hein. Je parle pas de développer des arts comme les druides l'entendaient, juste être artiste, c'est-à-dire de travailler sur le beau, sur l'art. C'est très difficile. C'est pas quelque chose qui est très reconnu, en tout cas dans les pays occidentaux. Donc ouais, je trouve ça fou, mais en même temps, ça fait du bien. Ouais, Ça c'est fait énormément de bien. À notre société, je pense que c'est essentiel.
Et ça demande vraiment de justement se poser cette question dont tu parlais dans l'ikigai, c'est qui je suis en fait, à quoi je sers, quelle est ma fonction, et je ne sais plus quel terme tu as utilisé, mais cette question de qui je suis, elle revient très souvent en fait, parce qu'on ne nous apprend pas à découvrir qui on est suffisamment tôt. On se pose la question, mais bien plus tard. Mais après, Mm. entre-temps, on s'est éloigné de la source de C'est ça. l'information. Et c'est... Ouais, j'aime bien ce message du druidisme dans le fait de développer un art. Ouais. Et je voulais dire autre chose par rapport à ça. Il y avait vraiment la notion de l'art, de développer des... Ah oui, pour moi, tu vois aussi, un art, c'est pas juste un lien à la matière. Quand je regarde des peintures et que j'observe un artiste dans une peinture, par exemple, et que je sens que pour moi, il y a quelque chose de réellement artistique derrière, il y a quelque chose de plus. Il y a pas que la matière, il n'y a pas que le coup de pinceau, il y a aussi toute l'âme de l'artiste dedans, en fait. Il y a le lien de nouveau entre le ciel et la terre. Et pour moi, la notion d'art, elle peut s'appliquer tant dans Einstein, qui va être un art dans la physique, que d'autres grands chercheurs ou des mathématiciens ou quelqu'un qui va exceller dans des métiers du bâtiment. Ou voilà, en fait, finalement, ce développement d'art, c'est vraiment mettre toute notre âme dans quelque chose pour le rendre relié ciel-terre, ce qui fait qu'il est beau. Et ouais, cet art de vivre, il est essentiel à notre société. Je pense que ça mettrait beaucoup de sens aux activités professionnelles de plein de monde. Et en fait, on dit aussi que le burn-out vient d'une perte de sens dans l'activité que l'on fait. Ouais. Parce que si on aime ce qu'on fait et que ça a du sens, généralement, on ne va pas jusqu'au burn-out. Parce qu'on vibre avec ce qu'on fait et on arrive généralement à poser un cadre. Mais souvent, c'est lié plutôt à une perte de sens dans l'activité professionnelle. Donc, remettons du sens dans la profession qu'on exerce. Oui, ça, je trouve ça un beau message. Ça me plaît beaucoup. C'est un très beau message. Et n'oublions pas qu'il n'y a pas de... Et Dieu sait si notre société, elle n'est pas faite ainsi non plus. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de métier plus important que d'autres. Voilà, la notion du clan, c'est que tout le monde a sa place. Dans notre société actuelle, tout le monde devrait pouvoir trouver sa place. Et donc, son importance et son utilité, il y a pas je veux dire, c'est pas parce que Einstein était un génie qu'il était plus important que l'architecte ou le maçon qui allait concrétiser la vision de l'architecte et qui construit des monuments magnifiques. Je me rappelle pendant la Covid, pendant la période de la Covid, on applaudissait les soignants et on remerciait, on louait les caissières et les ramasseurs de poubelles et les éboueurs parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient utiles à la société. Puis on les a à nouveau oubliés. Les agriculteurs. Les agriculteurs qui nourrissent la planète, etc. Et je trouve ça triste en fait qu'on n'a pas appris. Je pensais qu'on allait apprendre de ça. Et bon, je dérive un petit peu là, mais je trouve ça un peu dommage. Donc c'est bien de remettre un peu de ce message de la quête de sens. Tout le monde, à partir du moment où il est à sa place, où il est dans sa raison d'être, son ikigai, il a son importance. Et moi, quand j'enseigne l'ikigai, j'explique, c'est pas parce que tu es boulanger que tu es moins important que le chirurgien. Je veux dire, ou l'agriculteur. Le chirurgien sauve des vies, mais l'agriculteur aussi. Si on nourrit pas les gens, on peut pas vivre, quoi. Donc, il n'y a pas de saut-métier. Il n'y a pas de saut-métier, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, c'est un beau message que nous ont transmis les druides. Et puis, peut-être avant de conclure cet épisode, et qui est introduit en fait à plein d'autres épisodes où on va rentrer plus en détail, est-ce que tu veux bien juste rappeler un peu quels sont tous ces arts ou lesquels dont on va parler, sans rentrer dans le détail, mais juste expliquer. On a parlé de sylvothérapie, par exemple. Est-ce que tu veux bien dire un peu ce que c'est ? Alors, l'art druidique de la sylvothérapie, c'est la pratique d'accompagner des gens dans la forêt pour prendre soin d'eux.
mais c'est aussi le fait d'être attentif à la forêt et aux arbres. C'est le lien avec le monde sylvestre, la sylvothérapie. C'est la connaissance des arbres et la connaissance des effets des arbres sur l'être humain et l'inverse. Ensuite, on a l'herboristerie. L'herboristerie druidique, c'est une herboristerie basée sur les plantes qui poussent chez nous, avec des plantes majeures et utilisées autrefois par les druides pour certains maux. Donc voilà, on n'est pas dans, du coup, les vertus phytothérapeutiques avec les compositions chimiques et tout ça, mais plutôt sur de la symbolique et de l'observation. C'est comme ça que les druides faisaient autrefois pour voir comment les plantes, soit ils avaient les messages, comme en chamanisme, les messages de la plante venaient à elle, la médecine de la plante, pour ensuite pouvoir la retransmettre, ou alors ils essayaient. Comme pour les champignons. Voilà, il y a quelques dégâts collatéraux. Des petits risques. Des petits risques. Ensuite, on a la partie de la géobiologie dans les arts druidiques, qui est le fait de prendre soin de l'habitat ou du lieu où on vit, qui était essentiel pour le clan autrefois, vu qu'on n'allait pas poser notre clan partout, à n'importe quel endroit, selon l'observation du terrain et des facteurs énergétiques autour. Il faut savoir que dans le druidisme, on parle tant de peuples sédentaires que de peuples nomades. Voilà. On a les deux types de peuples. Le druidisme, c'est le début de la sédentarité, mais il n'y a pas tous les peuples qui se sont sédentarisés en même temps. Ça demande quand même une sacrée confiance de se dire « Allez, là, on aura suffisamment de ressources pour vivre un cycle entier. » C'est ça. C'est énorme, énorme. Ensuite, il y a les soins énergétiques. Donc, les soins énergétiques, c'est le soin sur ce qui est physique, mais au-delà du monde physique aussi. Et puis, dans les soins énergétiques, on peut inclure, ou peut-être qu'on fera un épisode à part, on verra, mais je pense que ça sera un épisode à part parce qu'il y aura trop à dire sinon, sur les soins dans la nature. Donc là, en fait, c'est pas que la forêt, mais les cascades, les montagnes, etc., les grottes, pourquoi on va à quel endroit, et puis comment accompagner quelqu'un dans un processus thérapeutique. Puis après, il y a d'autres types d'art druidique. Il y a les arts druidiques des Ovates, c'est les préparations, tout ce qui est préparation. Donc là, c'est un peu mon métier, en étant droguiste à la base. Tout ce qui est préparation d'onguents et des choses comme ça. Il y en a plein qu'on fait au printemps. Donc là aussi, on pourrait faire un moment là-dessus. Et puis après, il y a l'astronomie, l'astrologie. Ça, c'est des choses que malheureusement, j'ai peu exploré moi-même. Donc je ne pourrais pas trop vous en parler parce qu'on doit quand même sélectionner un peu les arts druidiques qu'on a envie d'explorer. Et que moi, je suis capable de vous transmettre. Mais peut-être qu'on trouvera quelqu'un qui sera d'accord de nous parler de ça. Et j'ai une petite idée sur le sujet d'ailleurs. C'est une très bonne initiative. On va aller chercher les invités dont on aura besoin. Voilà. Pour nous enseigner à nous aussi les arts qu'on ne connaît pas encore. La philosophie, on aura aussi quelqu'un pour ça. Ça va être super. Et puis tu disais la poésie et la musique. La poésie et la musique, il va falloir qu'on trouve quelqu'un là, et je réfléchisse encore un petit peu, pour la transmission de la poésie et de la musique. Et puis, il y en a plein des arts druidiques, parce que c'est des arts au service du clan. La forge, on va trouver quelqu'un pour la forge. Et tu sais, tu parlais du clan tout à l'heure, et en fait, j'aimerais juste revenir là-dessus, la notion de la tripartition, on l'a déjà dit, mais je le répète, c'est que pour qu'un clan fonctionne, il ne faut pas oublier qu'il doit être séparé en 3 parties. Une partie qu'on dit agricultrice, la partie plutôt artisanale et agriculture, qui va fournir les ressources, faire les pots, construire les maisons, faire l'agriculture, le bétail, les céréales, etc., aller à la chasse. Il y a la partie guerrière qui va défendre le clan ou aller conquérir de nouveaux territoires. Et la partie du coup du chef du clan qui est dans la partie guerrière. Puis après, il y a la partie sacerdotale qui, eux, vont faire en sorte que le clan soit sous la meilleure étoile, que l'énergie du lieu elle soit propice, que les dieux et déesses soient avec, etc. Et en fait, pour que le clan soit en paix et harmonieux, il faut que ces 3 parties soient visitées et en paix et surtout comblées. Voilà. Et en nous, c'est pareil, en fait, on devrait pouvoir prendre soin de notre partie alimentaire, d'avoir suffisamment mangé, être dans un lieu dans lequel on se sent en sécurité pour pouvoir ensuite développer notre partie
plus spirituel. Donc ces 3 parties aussi, elles sont essentielles. Voilà, ça c'est aussi un grand enseignement du druidisme par rapport à ça. Ok, très juste, très juste. Oui, ça fait du sens. C'est quand même très très logique, hein, le druidisme. C'est pas des choses. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression c'est quand même fondé sur le bon sens finalement. Ouais, c'est fondé sur le bon sens d'un clan qui a besoin de fonctionner et qui nous rappelle des valeurs familiales, des valeurs fondamentales, qui nous amène, comme tu le dis, le côté logique pour pouvoir survivre dans notre société et des parties de nous qui ont besoin d'être comblées pour qu'on puisse se sentir bien. Ne serait-ce que ce qu'on reprend le thème de ce podcast-là, enfin de cet épisode-là, c'est le sens de notre vie. Que notre vie, elle ait du sens et qu'on puisse développer notre vie comme un art. Si seulement. Franchement, je trouve que c'est le plus beau programme qu'on puisse donner aux gens finalement. Faisons en sorte que notre vie devienne un art. C'est quand même un beau message. C'est un très beau message. Avec la paix qui va bien avec, je trouve qu'on a une double mission de transmission qui est très 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 riche dans tous les sens du terme. Les personnes, elles peuvent commenter, Christophe, sous ce podcast ? Non. Ah, mince alors. Bon, vous trouverez un moyen de nous raconter si votre vie est un art. Si. Oui, alors, oui et non. Ceux qui écoutent, moi je couperai au montage ça, mais ceux qui écoutent ne peuvent pas, ceux qui regardent peuvent commenter. Alors peut-être qu'on peut inviter les gens à raconter ou à témoigner, en effet, sur la chaîne YouTube de leurs expériences par rapport à l'art de leur vie. Ouais, ça serait bien. La façon dont ils vivent leur métier. Ça, on peut les inviter à faire ça, ouais. Je te laisse le dire, du coup. Alors, vous qui regardez cette vidéo, on vous invite évidemment à témoigner, à apporter votre témoignage. Donc, n'hésitez pas à commenter cette vidéo sous la chaîne, sur les commentaires de la chaîne, pardon, pour témoigner de votre ikigai, de votre art de vivre, de votre raison d'être. Est-ce que vous l'avez trouvé? Et puis, qu'est-ce que ça apporterait? Qu'est-ce que vous imaginez que ça vous apporterait de vivre votre métier comme un art ou votre vie comme un art? Comment vous pouvez imaginer que ça pourrait enrichir votre vie? On serait très curieux d'avoir vos ressentis, vos témoignages par rapport à ça. Ça serait un plaisir. Mais je pense qu'on arrive au bout de ce magnifique épisode, Joël, donc on va remercier tout le monde. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière petite chose que tu voudrais partager, ou pour toi on a fait le tour là? Pour moi on a fait le tour, et puis la parole de vivre sa vie comme un art et ce métier comme un art, moi je trouve que c'est une belle parole de fin, en tout cas un bon encouragement de choisir. Enfin, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. C'est une destination sur un chemin qui prend du temps, comme tout chemin druidique. Et en fait, c'est ce chemin qui est intéressant. Donc, mettez cet objectif devant vous de vous dire, j'aimerais faire de ma vie un art. J'aimerais faire de ma pratique professionnelle un art. Posez-le comme but là-devant, comme cible, et puis avancer sur le chemin pour trouver le moyen d'atteindre cet objectif-là qui est devant vous, et racontez-nous. Oui. Et évidemment, ça je pense que vous le savez déjà, mais ce qui est important c'est le chemin, c'est le voyage, et c'est pas du tout l'objectif qu'on atteint ou qu'on n'atteint pas, peu importe, mais c'est le chemin. C'est le chemin qui compte, ouais. Imagine-toi si finalement l'objectif final de la vie c'est la mort. S'il n'y avait pas tout le chemin au milieu, ce serait vraiment pas drôle. Non, c'est vraiment pas drôle. Voilà. T'as tout dit. Alors, merci beaucoup, Joël, pour ce joli, magnifique épisode. Puis on se retrouvera très bientôt pour parler des arts du druidisme. Oui, avec plaisir. Merci, Christophe. Merci à tous. Merci.